Alors comme ça, monsieur, madame, vous voulez savoir à quoi sert votre argent? Qu'est-ce que ça peut vous faire, tant que votre argent fructifie? Croyez-moi, nous sommes de bons jardiniers. Fin avril 2025. Quelques mois après le retour au pouvoir aux États-Unis de Donald Trump, en pleine instabilité internationale, alors que 2 grandes directives du Pacte vert européen sont remises en cause, le printemps est arrivé au campus de la transition. Dans cet écolieu, créé pour former et transformer les esprits des responsables économiques de demain, au service d'une transition écologique et solidaire, ce cycle saisonnier nous parle de l'urgence d'un développement sur le long terme vers une économie durable. Quelles que soient nos générations, nos métiers, salariés, entrepreneurs, syndicalistes, patrons, étudiants, retraités, investisseurs ou simples épargnants, c'est à nous tous, ensemble, de faire pousser cette économie. L'économie responsable, ça devrait être notre économie à toutes et tous. On n'est pas condamné à être dans un monde où la loi du plus fort est toujours la meilleure. Oui à la performance financière, mais oui aussi à une performance sur ces sujets sociaux et environnementaux. On fait face vraiment à une urgence en matière climatique. On doit radicalement changer notre modèle économique en un laps de temps extrêmement réduit. Si nous, on baisse les bras, alors qui va bouger? Nous ne transformerons pas l'économie monde si nous ne nous engageons pas politiquement. Nous sommes tous dans le jardin de la création et c'est à nous d'en être des jardiniers responsables. C'est l'histoire d'un combat méconnu, aux enjeux planétaires, avec ses pionniers, ses conflits, ses coups d'arrêt et ses reprises. Ce mouvement pour une économie plus humaine, où les lois, les labels, les normes aident les entreprises à grandir dans leurs responsabilités, où la finance se fait levier de transformation, n'est pas une utopie. Encore inachevé, il est d'abord un décentrement, une prise de conscience, un voyage. Rencontre avec des femmes et des hommes engagés. Geneviève Firon-Creuset se déplace régulièrement pour aller voir ses clients. Son cabinet de conseil vise à accélérer la contribution des entreprises au bien commun. Elle est une figure majeure du mouvement responsable en France. Quand je monte dans le train, je pense à ce mouvement irréversible. C'est-à-dire que je pense aussi à toutes les années qui ont passé. Voilà, on regarde dans le rétroviseur, mais aussi on est dans le mouvement, on avance, et on avance de façon déterminée. Pionnière de la notation extra-financière, elle se souvient pourtant de plus pionnière qu'elle. C'est vrai qu'il y a toujours une pensée pour Nicole Rey. La vraie pionnière, c'est elle. Elle a ouvert la voie. Donc on peut considérer que quand le train arrivera quelque part, elle y sera déjà. L'histoire de la finance responsable démarre en France en 1983. Une histoire au féminin, grâce à l'action collective de femmes réunies au sein de l'association Éthique et Investissement, dont la fondatrice, Nicole Rey, au profil atypique, passionnera plus tard la presse. Comme d'autres égrènent les perles d'un chapelet, sœur Nicole, elle, passe sa vie à compter. Alors, on avait prévu 195 000 et vous avez dépensé 183 000. Cette religieuse gère les économies de sa congrégation. Elle place en bourse les fonds destinés à payer les retraites de ses sœurs. Sœur Nicole prêche donc qu'on peut très bien gagner de l'argent tout en évangélisant la vie économique. On est ici très loin des clichés sur les relations coupables entre l'Église et l'argent. Issue d'une lignée d'industriels maîtres de forge très imprégnés par le catholicisme social et vivant au quotidien la solidarité, Nicole Rey est économe de la congrégation Notre-Dame chanoinesse de Saint-Augustin. Comment a-t-elle fait pour fédérer les économes d'autres congrégations afin d'investir en bourse? Elle est lucide. Donc quand elle est face à un problème, on ne se paye pas de mots, on ne se cache pas, on ne se met pas la tête dans le sable, on attaque le problème. Et elle est entreprenante, on cherche des solutions.
devant le vieillissement des sœurs et la diminution du nombre de vocations, elle va se rendre compte qu'on a besoin de ressources supplémentaires et que donc il faut utiliser l'argent de la congrégation au mieux pour assurer la vie des sœurs jusqu'à leur fin de vie. On pense que l'argent est tabou parce qu'on croit que l'argent c'est toujours du profit. Mais l'argent c'est ce qui est nécessaire pour vivre et l'argent c'est à partir de l'argent qu'on joue la solidarité, aussi bien à l'intérieur d'une congrégation que dans toute la vie économique mondiale. Et aujourd'hui, il y en a bien besoin. Pour financer ses retraites, Sœur Nicole vend des biens immobiliers de sa congrégation et place en bourse une partie du capital ainsi réalisé. Le but est évidemment d'obtenir une bonne rémunération. Dans son autobiographie, elle racontera plus tard cette réunion à Rome en 1980, où après avoir présenté fièrement sa stratégie devant ses consoeurs économes d'autres pays, elle se fait durement réprimander par la religieuse brésilienne. Je vois se lever sœur Irénée. Ces multinationales paient notre main-d'œuvre avec un salaire de misère, détruisent notre forêt amazonienne pour en exploiter le bois, y tracer de grandes routes en vue de l'exportation sans tenir compte des populations indigènes. Tu soutiens ces gens-là? C'est un scandale. Qu'est-ce que les fonds de la congrégation soutiennent en fait lorsque celle-ci devient propriétaire d'actions de Total ou de Rio Tinto Sing? J'ai reçu cette question comme un coup de poing au cœur qui me réveillait tout à coup sur le sens de l'investissement en bourse. Non apparent pour moi au premier abord, je me suis décidée à relever le défi. Dans un contexte d'économie mondialisée où nous sommes tous interdépendants, l'Évangile a quelque chose à voir avec la bourse. Dès le départ, il y avait à la fois le côté environnemental qui était amené par la sœur brésilienne et le côté social. Donc on avait déjà les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ESG, l'environnement, le social et la gouvernance, puisque la gouvernance, c'est l'éthique des affaires. Et donc dès les années 80, alors que officiellement l'ESG est né un tout petit peu après. De retour en France, Nicole Rey médite les paroles de l'économe brésilienne. Elle se sent tellement impuissante face à ces grandes entreprises qui lui semblent autant de citadelles. Son premier réflexe consiste à sortir de sa solitude. Elle va en discuter avec les autres économes en France, avec lesquels elle est en lien permanent, d'autres congrégations, et ces autres économes vont lui dire on a le même problème. Et donc elles se sont posé la question des placements, mais en même temps des placements ça semblait à l'époque antinomique avec la vie religieuse. C'est mal de faire des placements, c'est mal de profiter des entreprises. Et c'est à l'origine de cette question qu'est née, je pense, éthique et investissement. Que faire? La rencontre avec le dirigeant d'une société de gestion, Luc Mescart, leur apporte bientôt la solution. Ils lui disent comment est-ce qu'on peut investir en fonction de nos valeurs, et lui leur répond on va chercher ensemble. Moi je peux monter techniquement un fonds, mais dites-moi quels sont les critères. Et elles vont travailler et faire la première liste de critères d'éthique et investissement. En 1983, une fois créée l'association Éthique et Investissement, les religieuses lancent Nouvelle Stratégie 50. Il s'agit du premier fonds responsable européen. Je pense que dans quelques années, le poids de l'investissement éthique sera un poids encore bien plus fort financièrement qu'il est maintenant. J'ai un ami qui travaillait aux caisses d'épargne et qui, dans les années 90, a fait un voyage d'études aux USA justement sur la finance responsable. Et partout où il est allé, on lui a dit « Ah, Nicole Rey, mais vous avez rencontré Nicole Rey ». Aux États-Unis, la finance éthique a en effet déjà une belle histoire derrière elle. Une histoire essentiellement protestante. Il y a dans le protestantisme quelque chose d'assez spécifique. C'est un regard sur l'argent qui n'est pas dépréciatif. Il ne s'agit pas de faire de l'argent une idole. En revanche, ça peut être un bon serviteur. La finance éthique se développe principalement dans les pays anglo-saxons. À l'origine, il y a des mouvements tels que le méthodisme, par exemple, mais aussi chez les Quakers, qui ont vraiment le souci de mettre en correspondance leurs convictions religieuses avec leurs pratiques quotidiennes. Et la pratique quotidienne, c'est notamment que fait-on de l'argent?
John Wesley, fondateur du méthodisme, avec quelques autres, va se demander comment est-ce qu'il est possible de traduire les valeurs de l'Évangile dans la vie quotidienne. Ne pas se coller au péché, c'est refuser toute action qui encourage ou qui va dans le sens de l'activité qui s'éloigne de la grâce. Au fond, c'est refuser tout ce qui va, d'une manière ou d'une autre, participer à la dégradation de l'humanité et à la dégradation de la dignité des personnes. Ça a été de refuser de coopérer avec des entreprises qui, d'une manière ou d'une autre, avaient des valeurs contraires à celles de l'Évangile. Mais quand on boycotte, on ne fait pas progresser l'humanité. Il y a un mouvement à partir des années 60, avec le pasteur Martin Luther King, les marches pour les droits civiques américains. Ce mouvement de masse va pouvoir aussi créer une force de mobilisation pour faire jeu égal avec les puissances de l'argent. Et donc, cette prise de conscience va donner un rapport de force dont il va falloir faire quelque chose de positif. En 1971, en plein mouvement contre la guerre au Vietnam, 2 pasteurs méthodistes créent ainsi le Pax World Mutual Fund. Or, à la différence d'une approche fondée uniquement sur l'exclusion de 5 domaines liés au péché, l'alcool, le tabac, les armes, la pornographie ou le jeu, ce fonds tient compte de critères positifs afin de favoriser les entreprises les plus responsables dans chaque secteur d'activité, les best in class, c'est-à-dire littéralement les meilleurs de la classe. Cette même année, dans la foulée du mouvement contre l'apartheid en Afrique du Sud, une coalition d'investisseurs protestants, catholiques et juifs crée le Centre interreligieux de la responsabilité des entreprises afin de sensibiliser les actionnaires des grandes compagnies à conditionner leurs investissements au respect de certaines valeurs sociales. La finance responsable est née. C'est cette philosophie de l'incitation aux bonnes pratiques des entreprises qui guidera Nicole Rey et ses consoeurs économes dans la définition de leurs critères d'investissement. C'était des points d'attention. 14 qui étaient sociaux, ce qui était quand même une grande nouveauté pour l'époque, et 6 qui avaient trait au développement du tiers-monde. Donc c'est tout cet axe-là qui a commencé à permettre une réflexion éthique beaucoup plus riche que simplement 5 critères qui permettent de distinguer le bon grain de l'ivraie. Et comme chacun sait, il ne faut pas séparer le bon grain de l'ivraie jusqu'à la récolte. Oui, parce que sinon on risque de tout détruire. Voilà. Voilà, une éthique qui est basée sur la vie concrète et pas une morale tombée du ciel. C'est un fonds qui a un bon rendement. Le choix d'entreprises plus respectueuses du monde n'est pas un choix qui va diminuer les rendements, bien au contraire. En 1995, Geneviève Ferron est une jeune femme de 32 ans qui a développé aux États-Unis une expertise dans l'étude des fonds de pension et dans l'investissement socialement responsable. Un jour, elle tombe sur un article concernant Nicole Rey dans le Washington Post. Et à partir de là, je me dis, à mon prochain voyage en France, je vais la rencontrer parce que c'est exactement le cahier des charges qui m'a été confié dans le cadre de mes recherches. Et c'était assez étonnant parce que je pensais plutôt, moi, taper à la porte des assureurs, etc., mais certainement pas à la porte d'une bonne sœur. Je rencontre sœur Nicole Rey à un de mes passages en France, au 5 rue de la Chaise, qui est le siège de la congrégation Notre-Dame, dont elle assure l'économat d'ailleurs. Je lui ai expliqué que je voulais créer une agence de notation extra-financière en France, donc noter les entreprises sur des critères sociaux, environnementaux et de gouvernance. Elle me dit, mais c'est formidable parce que je vais devenir votre première cliente. Moi, tout ce que je veux pour mon fonds, c'est que vous puissiez évaluer les entreprises qui respectent la dignité de l'être humain au travail. Mais je me suis dit, d'abord, je me suis dit, waouh, comment je vais faire ça? D'abord, j'ai eu un peu des palpitations. Et après, je me dis, mais qu'est-ce que c'est juste, effectivement. Et dire, mais si tous les investisseurs demandaient aux entreprises de respecter la dignité de l'être humain au travail, on ne vivrait pas dans le même monde. Donc, elle avait un discours politique. Et d'ailleurs, quand j'ai créé Arez, avec le soutien de mes actionnaires qui étaient la Caisse des dépôts et le groupe Caisse d'épargne, eh bien, on lui a proposé une place d'administratrice. Ce qui fascinera également Geneviève Ferron, ce sont ces réunions régulières que les religieuses organisaient, faute de recevoir des réponses fiables aux questionnaires qu'elles envoyaient aux sièges sociaux des entreprises. Les bonnes sœurs ont encore envoyé leur enquête. File-la, la nouvelle stagiaire. Une fois par an, donc il y a une entreprise qui est choisie, et cette entreprise, on écoute ce qu'elle a à dire du point de vue du patronat, et on écoute ce qu'elle a à dire du point de vue des syndicats. La première chose
exprimée par les syndicats, ça a été la surprise que des investisseurs s'intéressent à ce que les syndicats pensent. Quand on investit, on s'intéresse aux chefs d'entreprise. On ne s'intéressait pas à l'époque à ce que pouvaient penser les représentants des travailleurs de l'entreprise. En 2000, j'ai le souvenir avec Éthique Investissement de 2 moments importants. C'était le naufrage de l'Erika, c'était en 99, et puis Total en Birmanie en 2000. Sur la Birmanie, on est au cœur du combat de Sir Nicol Rey. C'est la dignité de la personne humaine. Donc c'est des suspicions de travail forcé sur le pipeline. J'entends Sir Nicol Rey dire les choses très simplement. Est-ce que oui ou non, vous pratiquez le travail forcé? Donc c'est vif. Elle ne dérogeait pas à ses convictions. Elle était sûre que l'on pouvait améliorer le capitalisme pour le meilleur, que c'était un sport de combat, ça certainement. Mais elle avait toujours une voix très... Elle n'était pas du tout agressive, elle n'était pas dogmatique, elle n'était pas méprisante. Elle était tranchante et claire. À la suite des confrontations avec Total, en l'an 2000, Éthique Investissement a décidé de se retirer. C'est très commenté dans la presse. On a le premier cas d'un clash, c'est-à-dire que là, c'est plus possible. On se retire pour des raisons éthiques, pour des raisons philosophiques, éthiques, religieuses. Et c'est la première fois que ça arrive. Donc, on marque ça d'une pierre blanche. Et c'est intéressant parce que ça pose clairement la question, est-ce qu'on peut être actionnaire d'une entreprise qui piétine les droits humains ? Depuis la création en 1997 de son agence de notation ARES, Geneviève Ferron-Creuset mène un plaidoyer pour le reporting extra-financier. En 2001, la loi oblige les sociétés cotées en bourse à expliquer dans leur rapport de gestion la manière dont elles prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leurs activités. C'est la première de plusieurs lois qui ne cesseront de préciser et élargir les obligations d'information extra-financière. L'autre loi, votée un peu plus tôt dans l'année, vise à généraliser l'épargne salariale. Pour les syndicats qui craignent un glissement vers une retraite par capitalisation, c'est l'occasion d'intervenir. Il y a maintenant des possibilités d'élargir les revenus des salariés, qu'ils aient d'autres moyens de rémunération que le seul salaire. Et c'est la raison pour laquelle c'est tout à fait dans le champ de l'intervention syndicale. Alors, un champ nouveau, bien sûr, nous n'avions pas l'habitude. Vous n'avez pas vocation à gérer des fonds financiers Non, mais nous importants. n'allons pas les gérer. Ce n'est pas nous qui les gérerons. Nous allons avoir l'œil sur ceux qui les gèrent, de la manière dont ils les gèrent et ceux qu'ils font de l'épargne. Après la naissance de cette épargne salariale créée par Fabius, les syndicats ont créé le comité intersyndical de l'épargne salariale, le CIES. Participent à ça la CFDT, la CGT, la CGC et la CFTC. Et ils décident de créer un label dont ils vont s'occuper pour, dès lors qu'un organisme gestionnaire aura le label, c'est d'une certaine manière une garantie qui est donnée aux salariés que l'épargne est gérée en conformité avec ce qui a été décidé dans la loi. Mais il s'agit modestement d'un petit bout de régulation de la mondialisation. Et nous avons donc là un nouveau moyen, un nouveau levier de faire accélérer la prise de responsabilité des entreprises partout dans le monde. Cette épargne salariale, qui va bénéficier à des millions de Français, servira de rampe de lancement pour l'investissement socialement responsable. En 2002, à son départ de la CFDT, Nicole Notat décide de créer l'agence Vigéo, qui absorbe bientôt ARES. De ce fait, Geneviève Ferron-Creuset partira diriger une autre agence de notation extra-financière. La même année, Nicole Rey est nommée à Rome comme économe général de son ordre. L'occasion pour elle de semer ses arguments sur la finance responsable. En vain. Pour Cécile Renoir, philosophe et religieuse assomptionniste, cette surdité du Saint-Siège n'est pas surprenante. Tous les échos que j'ai de la manière dont les finances du Vatican étaient gérées montrent bien que c'était vraiment à l'opposé, totalement orthogonal aux déclarations de l'Église et de la pensée sociale de l'Église, même avant les textes du pape François. Donc il y avait vraiment absolument besoin pour l'Église d'abord de faire le ménage chez elle. En 2015, l'encyclique Laudato Si, adressée par le pape François à tous les hommes et femmes de bonne volonté, change la donne. Moi, je pense que c'est un texte qui est vraiment magnifique et qui a le mérite
de relier une réflexion à la fois théologique, philosophique, anthropologique, qui essaye d'approfondir les racines des problèmes. Le pape dit beaucoup « tout est lié » pour montrer qu'on ne peut pas prendre les problèmes indépendamment les uns des autres. Et qu'en fait, c'est aussi une façon pour lui de nous appeler, comme il le dit, à écouter à la fois le cri de la terre et le cri des pauvres. C'est une façon, là encore, de dire que justice sociale et justice écologique sont intimement liées et qu'on ne peut pas traiter des enjeux de règles du jeu économiques et financiers sans se soucier en même temps des effets sur les écosystèmes et sur les populations, et notamment les plus vulnérables. L'idée de bornes à ne pas dépasser pour vivre ensemble sur la même terre n'est pas nouvelle. Petit saut en arrière. Depuis les années 1970, avec le rapport du Club de Rome, Les limites de la croissance, une prise de conscience est née au niveau international. C'est aussi tout un langage. En plus du sigle ISR pour investissement socialement responsable, RSE pour responsabilité sociale des entreprises, ESG pour les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, apparaît le concept de durabilité pour ne pas se développer aux dépens des générations futures. Pour autant, et en dépit des scandales, la grande majorité de la finance, de plus en plus dérégulée depuis les années 1980, demeure fixée sur les gains à court terme. En fait, on marche sur la tête quand on a une finance qui est simplement au service, qui tourne sur elle-même et qui est complètement déliée de cette question de l'amélioration des conditions d'existence des plus pauvres, des conditions d'habitabilité de la planète aujourd'hui et demain. Le 15 septembre 2008, la chute de la banque Lehman Brothers aux USA marque les esprits. La plus grosse faillite de l'histoire financière. Elle fait suite 1 an plus tôt à l'écroulement des crédits immobiliers dits subprimes qui, déclenchant des faillites en chaîne de fonds spéculatifs, avaient entraîné dans la pauvreté de nombreux foyers américains. L'été 2007, j'étais en vacances et je découvre la crise des subprimes. Je me dis, mais comment peut-on se retrouver avec aussi peu de boussole? Parce que la seule indication, c'est la question, c'est le fric que l'on gagne. Et on s'écarte profondément de l'humain à ce moment-là. Et il m'a semblé urgent de revenir, de raccorder le fléchage de l'épargne, l'investissement sur une économie qui soit au service des hommes. Paul Ricoeur disait, l'économie est le seul endroit où la démocratie n'a pas vraiment pénétré. Et ça m'a marqué. Et je me suis dit, il y a un truc à faire. Et là, Johnny Clegg est venu dans mon esprit. One man, one vote. Un homme, une voix. Voilà. Et c'était ça. Et j'ai pas d'autres références d'ailleurs. C'est vraiment celle de Johnny Clegg. Et je me suis dit, mais il faut que l'on puisse décider du fléchage des investissements sur une base totalement démocratique, que tu places 100 000 euros ou que tu places 2 000 euros, finalement, ta place dans le monde est la même. Ce qui me frappe dans mon activité pastorale, c'est que je rencontre beaucoup de personnes qui ont l'impression de ne pas peser dans le cours de l'histoire. Et à ce moment-là, j'entends François Faure, c'est 2012, qui est en train de créer le réseau CEP. C'est un collectif pour une épargne participative. Et je me dis, c'est exactement la réponse démocratique dont nous avons besoin pour que des gens qui sont dans un esprit de fatalité absolue puissent à nouveau devenir responsables. Il faut que les épargnants puissent voter sur la base d'un homme, une voix, pour choisir la proportion qu'ils donneraient à l'environnement dans leur investissement, la proportion qu'ils donneraient à des investissements avec un caractère social et la proportion des investissements qui seraient liés à une croissance de transition. En fait, c'est ça le projet. En fait, c'est une démarche d'empowerment, ou d'empuissantement, comme disent les Canadiens. À sa manière, le Secours catholique va exprimer également une demande de démocratie dans la finance. En 2018, Véronique Fayet, présidente de cette association, présente au pape un rapport très documenté, La finance aux citoyens. En 2018, nous avons voulu comprendre ce qui avait changé depuis la crise de 2008 et force a été de constater que peu de choses avaient changé. Donc l'idée de ce rapport, c'est de dire la finance ne peut pas rester entre les mains des spécialistes puisqu'on a vu entre 2008 et 2018 que les spécialistes n'avaient aucun intérêt à changer les fonctionnements. C'est un petit monde très fermé
et qui nous dit à nous, citoyens, ne vous occupez de rien, c'est un monde très compliqué, la finance, faites-nous confiance, on s'en occupe. Eh bien, non. Et donc après, derrière, l'idée était de se dire, comment on fait? Bonsoir. Je viens pour la conférence Kaori. Alors, soyons très honnêtes, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de créer un réseau d'épargnants solidaires, de créer Kaori. C'est une idée qui émerge, qui chemine doucement depuis ce fameux rapport 2018. Donc ça, c'était vraiment extrêmement nouveau, extrêmement révolutionnaire. Nous ne sommes pas très importants, mais nous sommes très actifs. Et les gestionnaires d'actifs répondent très positivement. C'est pour cela qu'ils viennent participer tous les 3 mois au mercredi de Kaori et exposer publiquement leurs pratiques. L'un des enjeux, c'est que l'épargnant, il sache ce que l'on fait de son argent. C'est d'ailleurs pour cela que nous n'avons sélectionné que 27 fonds. L'épargnant sait exactement dans quoi il est en train d'investir. Est-ce que on exclut ou pas le secteur de la défense? Pour information, c'est un secteur qui a souvent été exclu des fonds ISR parce que traditionnellement en lien avec aussi l'ISR au XXe siècle. Je pense qu'il y aura aujourd'hui de plus en plus d'épargnants qui ont envie que leur épargne serve effectivement à l'évolution de la société vers une plus grande sobriété, vers une meilleure utilisation de l'ensemble des ressources. C'est très intéressant que le Secours catholique nous dise, et ça a été très bien expliqué par les intervenants, qu'un bon travail sur la gouvernance de l'entreprise permet de mieux connaître la manière dont l'équilibre est fait entre contraintes environnementales et prise en compte de la solidarité. Aujourd'hui, si on regarde à long terme, tous les fonds qui ont joué le long terme sont, sur 10 ans, plus rentables que des fonds qui jouent sur le court terme. Nous nous inscrivons dans cette problématique. Placer son argent sur le long terme, pour prendre le temps du développement économique, suppose un lien de confiance. Or, au début, l'investissement socialement responsable est souvent soupçonné de développer un discours écologique trompeur. En 2010, une ONG, les Amis de la Terre, constate ainsi que les fonds ISR contiennent dans leur écrasante majorité des activités polluantes, pétrolières, chimiques, minières, pharmaceutiques. Les agences de notation extra-financières ne sont pas prises au sérieux. La bataille de la crédibilité et de la transparence est un long chemin encore inachevé. Alors, le procès que l'on fait à l'ISR à partir de 2010, c'est un procès de la jeunesse de l'ISR. C'est-à-dire que l'ISR est très jeune, mais c'est la première fois qu'il y a une sorte de contrôle citoyen par des ONG qui dénoncent du greenwashing, et je pense que ça a été aussi une bonne chose, parce que ça a apporté une contribution positive au débat. Au début de la création de l'évaluation, effectivement, les informations qu'on recueille sur les entreprises, elles sont, on va dire, entre guillemets, légères. Et d'ailleurs, on s'amusait parce qu'on voyait les entreprises dans leurs rapports qui, en fait, allaient un peu dans toutes leurs, enfin, les filiales ou les différentes fonctions de l'entreprise, dire aux responsables, s'il vous plaît, dites-moi un peu des actions qui vont me permettre de rendre compte de ce que l'on fait. Donc c'était un peu, je disais toujours, c'était le catalogue de la Samaritaine en fait. J'ai mis une note bonne, car il y a une réelle prise de conscience. Les entreprises, bon gré, mal gré, publient des informations, mais elles ne sont pas comparables, elles ne sont pas interopérables, elles ne sont pas forcément très fiables, parce que personne ne les vérifie, et puis ça reste pauvre. Progressivement, les entreprises, parce qu'elles ont compris que ça devenait quelque chose qui allait avoir un véritable impact sur leur réputation, vont se dire que c'est dans leur intérêt d'avancer dans cette direction. Et alors, quand les questions environnementales et climatiques sont devenues sur le devant de la scène, très vite, un certain nombre, pas tous, les plus conscients des chefs d'entreprise ont perçu là un enjeu qui pouvait y compris toucher leur modèle économique. On voit ce que c'est pour les entreprises de voitures aujourd'hui. Mais on pouvait le dire aussi de ceux qui fabriquent des produits avec qu'est-ce qu'il y a dans le produit. Je veux savoir ce que je mange dans mon assiette. Nicole, je peux vous prendre 2 minutes? En 20 ans de responsabilité sur Vigéo, le niveau de changement, d'évolution avec lesquels les entreprises se sont
mis en conformité avec l'intégration de ces facteurs sociaux et environnementaux a été un vrai progrès. Ça, c'était jusqu'en 2020. Cette évolution des entreprises n'empêchera pas les grandes agences de notation extra-financières de se faire avaler une à une par les grandes agences de notation financières. Or, ces dernières sont toutes américaines, aucune européenne. Le 1er janvier 2020, Vigeo, devenu Vigeo Eiris, passe sous le pavillon de l'agence Moody's. Ces rachats successifs expriment cependant une reconnaissance de la valeur extra-financière des entreprises. Combien tu vaux? En financier ou en extra-financier? En extra-financier, évidemment. Mon comportement avec mes salariés, envers l'environnement. Entre autres, du concret, quoi. Et ça se comptabilise, tout ça? Bientôt, ce sera le cas. Et ça vaudra beaucoup d'argent. En 2024, le ministère de l'Économie et des Finances décide de renouveler le label Investissement socialement responsable de manière plus exigeante et transparente afin d'attirer un plus grand nombre d'épargnants. Cette initiative est l'occasion d'un véritable bras de fer mené par les ONG, notamment par Reclaim Finance et sa fondatrice Lucie Pinson, prix Goldman pour l'environnement. Nous, à Reclaim Finance, nous allons nous mobiliser avec un objectif en tête, faire en sorte que les entreprises comme Total Energy, qui développent des nouveaux projets d'énergie fossile, notamment des nouveaux champs pétroliers et gaziers, soient exclus des fonds labellisés ISR. Parce que pour nous, vraiment, la base de la responsabilité, c'est de ne plus aggraver le dérèglement climatique. Et nous nous sommes retrouvés avec certains investisseurs ou deux parties prenantes de la société civile sur cette demande d'exclusion des entreprises qui développent des nouveaux projets d'énergie fossile. C'est cette mobilisation-là qui a permis de gagner le débat face à Amundi ou encore face à Total, qui bien entendu ne partageait pas notre demande. La stratégie de Reclaim Finance consiste à utiliser la finance comme levier de sortie des énergies fossiles. Les grandes banques et assurances, les grands gestionnaires d'actifs comme Amundi, filiale du groupe Crédit Agricole et premier actionnaire de Total Energy, sont donc ces cibles privilégiées. La démarche, cependant, est à la fois différente et complémentaire des manifestations menées par d'autres ONG. Reclaim Finance est un actionnaire. C'est vrai qu'à Reclaim Finance, nous allons aux assemblées générales des acteurs financiers. En revanche, nous incitons aussi et nous suivons de très près comment les investisseurs institutionnels, notamment à travers le Forum pour l'investissement responsable, se mobilisent en direction des entreprises de leur portefeuille et jouent leur rôle d'actionnaire lors des assemblées générales pour interpeller la direction de ces grands groupes. Et donc en 2020, nous avons été largement mobilisés derrière les investisseurs pour faciliter le dépôt d'une résolution climat à l'Assemblée générale de Total. Cette résolution climat ne visait pas tant à, en tout cas d'après nous, à pousser Total à se transformer, mais visait à illustrer l'enjeu climatique pour un acteur énergétique comme Total Energy. Cette première résolution climat, jamais déposée en France, marque un réveil historique de la responsabilité des actionnaires. Au niveau des banques, les esprits commencent également à changer. Après des années de déni des recommandations des scientifiques et de l'Agence internationale de l'énergie, on a deux banques, Crédit Agricole et BNP Paribas, qui ont enfin mis un terme à des services stratégiques pour les producteurs de pétrole et de gaz. Par contre, on a Société Générale et BPCE qui, à l'inverse, elles, continuent de financer allègrement les entreprises qui, comme Total, développent des nouveaux champs pétroliers et gaziers. Des activistes qui deviennent actionnaires pour se faire entendre. Des investisseurs qui bâtissent des coalitions pour faire voter des résolutions en Assemblée générale. Si les actionnaires deviennent acteurs, c'est aussi pour que l'entreprise se fasse force de transformation. La loi Pacte va ouvrir les possibles. Votée en mai 2019, elle est largement inspirée par les propositions de Nicole Notat et Jean-Dominique Sénard, alors patron de Michelin, dans leur rapport sur la place de l'entreprise dans la société.
Les éléments les plus saillants de notre rapport, c'est de dire dans un article du Code civil, nous écrivons, et c'est désormais intégré, que l'entreprise doit prendre en considération les enjeux sociaux, environnementaux et de gouvernance de son activité. Dans le Code civil, ça veut dire que c'est quelque chose dont on ne discute plus. Devant une jurisprudence, on sort l'article 1832. Et donc, ça marque. Pourquoi on le fait aussi? C'est parce qu'on s'aperçoit que c'est mûr en France. On propose une autre chose encore, qui est celle de dire aux entreprises, vous pouvez vous doter d'une raison d'être. Donc c'est une sorte de boussole, disait Jean-Dominique Sénard, qui guide l'entreprise dans la définition de sa stratégie au fur et à mesure et dans la déclinaison opérationnelle de sa stratégie. Il y a une autre possibilité, c'est la création de l'entreprise à mission, qui va un peu plus loin que la raison d'être, mais qui aussi intègre dans les statuts des objectifs qui vont donner corps à ce qu'est l'entreprise à mission et qui créent des obligations un peu plus importantes que ne crée la raison d'être en matière de compte-rendu. Alors, c'est pas fait pour toutes les entreprises, mais il y a peut-être 1, 2, 3, 5, 10% des entrepreneurs qui ont cette conviction chevillée au corps. Et donc, c'est la possibilité pour ces entrepreneurs, ces entrepreneuses de l'exprimer. Et ça, c'est énorme. Ça envoie un signal extrêmement positif. C'est-à-dire, oui, je veux être rentable, mais ce que je recherche, c'est peut-être pas tant la croissance pour la croissance. Je veux être rentable pour permettre d'investir dans une cause que je considère comme étant contributive au bien commun. Fin 2024, on comptait environ 2000 entreprises à mission. Et le chiffre est en forte croissance chaque année. Aujourd'hui, je vais chez GPA, à Livron, au sud de Valence. Donc, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le recyclage des pièces automobiles, qui est entreprise à mission. Je suis membre de ce comité de mission et donc aujourd'hui, j'ai comité de mission. C'est suite à une rencontre avec eux, des discussions, qui se sont dit que ce modèle d'entreprise à mission, c'était pour eux, ça pouvait les intéresser. Et donc, avec Profil, avec mon cabinet, on les a accompagnés. Ouais. C'est un processus qui est sur 1 an, donc on crée des liens. Et parfois, il m'a été demandé de participer au comité de mission. Voilà. Mais ça, c'est plutôt exceptionnel. Bonjour à tous, bonjour et merci de votre présence pour ce 3e comité mission. Ce que je souhaiterais aujourd'hui, c'est refaire un petit tour, notamment sur les objectifs opérationnels RH et également sur les objectifs opérationnels environnementaux. Le réemploi, c'est notre métier, mais la mission peut nous amener à aller plus loin sur le recyclage de toutes les fractions non métalliques, le recyclage de ces matières. Est-ce que vous êtes aussi sur des comparables ? C'est-à-dire que quand vous allez fixer votre ambition, est-ce que tu vois ce qui se fait en Europe, qu'est-ce qui se fait en France? Est-ce que vous êtes un peu les premiers pour nous donner, nous, des éléments d'appui pour vous challenger? Si on zoome sur les fractions non métalliques, il y a quand même des enjeux pour aller gratter ce que je disais sur les mousses, les tissus, le verre. Donc ça, c'est hyper important. Après, il y a un cadre réglementaire qui est à la fois la directive européenne, qui nous fixe des objectifs. On les atteint déjà, mais la question, c'est comment on peut aller un peu plus loin. Et je pense que, Geneviève, pour répondre très précisément à ta question, on sera capable de mesurer l'impact le jour où des équipementiers ou des constructeurs nous diront « Allez, banco, on y va. À partir d'aujourd'hui, on se source chez GPA pour nous alimenter en telle ou telle matière pour reproduire telle ou telle pièce. » Oui, je suis d'accord. Mais c'est l'ambition. Exact. Ça, c'est vraiment l'ambition qu'il faut poser. Nous sommes devenus entreprise à mission parce qu'en fait, GPA, c'est une entreprise familiale. Nous sommes en train de transmettre l'entreprise de la 2e à la 3e génération. En fait, les valeurs de l'entreprise, elles sont ainsi gravées dans le marbre, si on peut dire. Et ça permet aussi maintenant, ces valeurs-là deviennent la boussole de la stratégie de l'entreprise. Quand nous passons entreprise à mission, on modifie nos statuts et dans nos statuts, on y met notre raison d'être et nos objectifs statutaires qui vont être audités, bien sûr. Pour définir cette raison d'être, donc recycler les mobilités en un futur désirable et solidaire, on a créé des ateliers dans lesquels ont participé les différents salariés. Et lorsqu'on discute avec un opérateur qui travaille sur la chaîne ou une personne à la logistique et tout, et qu'on leur demande « mais
qu'est-ce qui vous fait venir à GPA? Bon, bien sûr, il y a le salaire, mais qu'est-ce qui vous fait lever le matin pour venir chez nous? Et là, il y a eu plein de choses, et moi, ils m'ont fait pleurer. Mais sincèrement, ça a été très émouvant de parler sur cette raison d'être, sur le sens que l'on peut donner. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, on a besoin de sens. On vient au travail, mais pourquoi on vient au travail? Qu'est-ce qu'on amène et quel est le sens, qu'est-ce qu'on peut amener sur ce territoire et dans cette entreprise? Devenir entreprise à mission, ça nous a permis d'une part déjà de communiquer auprès de nos parties prenantes et vers l'extérieur, vers nos clients. Ça nous permet aussi, c'est des très beaux leviers d'opportunités pour aller chercher des nouveaux marchés, pour se démarquer de la concurrence et puis pour recruter. Effectivement, le fait de passer entreprise à mission, ça donne une très belle image et ça nous a permis d'attirer des talents. Je pense que nous sommes vraiment, les entreprises, un vecteur de transformation de la société. Et on a un vrai rôle, mais surtout une vraie responsabilité collective pour faire bouger ce mouvement responsable. Il faut embarquer le plus de monde possible avec nous, d'autres entrepreneurs et nos collaborateurs. Un mouvement qui s'amplifie, quoi. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, je ne veux plus regarder les informations parce que ça me démoralise. Je suis complètement déprimée. Et je me dis que tout ce que l'on peut faire et tout ce que l'on peut agir autour de nous, c'est extrêmement important et il faut qu'on soit nombreux. Avril 2025, le printemps est de retour. Mais au nom de la compétitivité et sur fond de guerre commerciale lancée par le président Trump, l'Union européenne vient de mettre un sacré coup de frein au mouvement responsable. Après que la Commission en ait déjà réduit les champs d'application, les députés ont voté le report des 2 principales directives du Pacte vert européen. Mais de quoi s'agit-il? Remontons 10 ans plus tôt, à la 21e conférence des Nations Unies sur le changement climatique. 2015, la COP21, c'est le moment de grâce de la diplomatie climatique. Les jeunes s'emparent de cette cause et on voit que les marches sur le climat se généralisent sous toutes les latitudes. Les attentes de la société, le monde économique, le monde financier, tout ça arrive à un point de convergence, au moins sur la question climatique. Il faut qu'on décarbone les modèles d'affaires. L'accord de Paris pour le climat est accepté. L'accord de Paris soulève une grande espérance. 195 pays, en plus de l'Union européenne, s'engagent à limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré au-dessus du niveau pré-industriel. Pour parvenir à cet objectif, l'Union européenne élabore un pacte vert afin de faire de l'Europe le premier continent climatiquement neutre en 2050. Parmi les mesures phares, 2 directives sont votées. La directive dite CSRD porte sur la publication d'informations en matière de durabilité. Quant à la directive sur le devoir de vigilance, elle est en réalité l'extension européenne et l'approfondissement d'une loi française pionnière qui fut déjà le résultat de tout un combat. Bonjour à tous, je suis Grégoire Coustet, je suis le délégué général du Forum pour l'investissement responsable. Je suis ravi de vous voir si nombreux ici aujourd'hui. Donc c'est la 7e édition du prix du devoir de vigilance, un prix qu'on a initié dans la continuité de la loi qui a été portée par Dominique Potier à l'époque. C'est un sujet qui est très important et qui connaît quelques chaos en ce moment, avec notamment ce qui se passe à Bruxelles et y compris en France, un backlash international sur les questions environnementales, sociales, de bonne gouvernance qui nous préoccupe. Mais néanmoins, on est ici pour célébrer des entreprises qui ont des bonnes pratiques dans le domaine. Je suis très heureux d'être à vos côtés. Vous êtes la preuve vivante que des entreprises sont engagées. Cette loi, c'est le fruit d'un long combat. Le débat a démarré dans la société civile. Nous l'avons porté dans l'Assemblée nationale en 2012. Et au bout de, vous le savez, de 5 ans de combat in extremis, nous avons eu une loi. Cette loi, quelques années après, dans l'histoire législative, c'est assez rare, a produit une directive européenne. Si cette loi issue de l'engagement de la société civile, ONG, syndicats, milieux académiques et religieux, est allée si loin, c'est aussi du fait d'un drame. Avec l'effondrement du Rana Plaza, le devoir de vigilance apparaît soudain dans sa cruelle nécessité. Le 24 avril 2013, un immeuble usine dans lequel on fabrique des vêtements s'effondre. Il ne s'effondre pas par hasard, il s'effondre parce que les normes de sécurité en termes de
de résistance aux vibrations, etc., qui avaient été signalés. Il y avait des alertes des travailleurs, et notamment des travailleuses. On compte 1300 victimes, essentiellement des travailleuses du textile. Et les images font le tour du monde. Et encore une fois, elles vont frapper l'opinion publique. Et je crois que c'est parce qu'on a retrouvé dans les décombres du Rana Plaza des vêtements que nous portons, des marques que nous connaissons. Le combat commence en 2012. 2013, avec l'accident du Rana Plaza, va le rendre populaire. Pour autant, il va falloir encore 4 ans pour que la loi soit votée. Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, chers collègues, c'est avec une certaine émotion que je m'exprime à cette heure devant vous et en blaguant, j'aurais envie de dire « il était temps ». Il nous appartient de dresser des rives pour redonner toute son énergie à la mondialisation et à l'économie. Nous le faisons au nom de valeurs. Ces valeurs, elles remontent à la nuit des temps, comme cette question, qui est certainement une des questions les plus fondatrices de notre humanité. Es-tu le gardien de ton frère ? Le but de cette loi, c'est d'éviter les accidents. C'est un système préventif. Chaque entreprise est obligée d'inventer un code de la route qui lui évite un accident sur les chemins de la mondialisation. Le risque, c'est quoi ? C'est le travail des enfants, c'est l'esclavage moderne, c'est le travail forcé. Le risque, c'est l'accident du travail, exemple le Rana Plaza. Le risque, c'est la pollution d'une ressource d'eau potable dans la durée pour une grande population. Le risque, c'est la pollution de l'air. Le risque, c'est l'atteinte grave à la biodiversité par la destruction des écosystèmes. Donc, c'est bien une loi qui parle aux multinationales essentiellement des pays les plus puissants, aux puissances économiques des pays puissants, et qui étend le principe de la fraternité humaine et de notre maison commune jusqu'au bout du monde, par les chaînes de production mondialisées. Donc c'est la projection du droit. J'aime à dire que c'est une loi passe-muraille. Toute l'astuce de ceux qui ont inventé cette loi, ça a été de dire on va pas faire la loi en Chine, on va pas faire la loi au Niger ou la loi en Équateur. Par contre, on va obliger les entreprises qui sont en France, et je l'espère demain en Europe, si notre combat in fine s'impose, à ce que là où ils ont des sous-traitants et des filiales, ils créent les conditions d'éviter des drames humains ou écologiques. Si les entreprises le veulent, elles sont capables de faire en sorte qu'elles regardent leur chaîne de sous-traitance. Et d'ailleurs, on a quand même en France notamment des entreprises qui ont amélioré la façon dont elles regardaient ce qui se passait au long de leur chaîne de sous-traitance. Et ça, voilà, c'est faisable, c'est possible. Je vous invite à accueillir François Abrial, secrétaire général du groupe Air Liquide. Et bravo. Merci beaucoup pour ce prix qui récompense une progression, parce que nous étions prix Citron il y a 5 ans. Donc voilà, 35e sur 40. C'était pas bien beau à l'époque. Et je crois qu'on avait mal pris le sujet. On a revu notre copie. Et du coup, il y a 4 ans, on a eu la meilleure progression. Donc, ce qu'on avait fait était dans le bon sens. Et donc, cette année, on reçoit ce prix. J'en suis très fier. Je voudrais remercier Claire Mesplet, qui est donc notre directrice du devoir de vigilance. On voit à quel point une entreprise qui se donne les moyens peut être capable, en quelques années, de devenir extrêmement proactive, vertueuse, dynamique et innovante. Parce que avoir quand même la possibilité, à travers le devoir de vigilance, d'avoir une vision extrêmement claire de sa sous-traitance et de tout l'arc de sa sous-traitance, c'est un actif extraordinaire pour une entreprise. Cette loi, elle finit par la force du Parlement, par s'imposer en France. Et la France est regardée et fait école. Elle fait école en Allemagne, aux Pays-Bas, puis elle fait école à l'échelle du Parlement européen, de la Commission. Une directive, c'est-à-dire une loi européenne, est adoptée. Et dès lors que l'Europe adopte une loi dans le commerce international, ça change un petit peu l'économie monde. Voilà. C'est ça le mouvement qui était parti. Et puis, ce mouvement-là, certains essayent de le briser aujourd'hui avec cette conviction que toutes ces règles, elles sont en fait un frein à la compétitivité, qu'elles représentent un poids insupportable, une charge bureaucratique, administrative, une prise de risque juridique, et qu'elles les empêchent de faire face à leurs compétiteurs asiatiques et américains.
L'autre directive qui vient d'être reportée concerne la publication d'informations en matière de durabilité. Elle est plus connue par son sigle anglophone, CSRD. Encore un sigle? Ah, c'est compliqué. T'inquiète, une fois que tu le sais, c'est bon. Cette directive vise à harmoniser les publications des entreprises concernant leur développement durable afin de rendre ces données comparables. Et c'est dans le cadre de cette directive que l'on parle de double matérialité. Oh là là, prise de tête. Du calme, on écoute. La double matérialité, c'est la traduction du mot anglais matériel. Matériel, c'est ce qui est pertinent et important. Matériel, c'est un mot bizarre en français. C'est pas ce qui est matériel au sens physique, mais c'est ce qui est matériel, c'est-à-dire qu'il y a une matérialité parce que c'est important. Donc c'est important, ça, il faut s'en occuper. C'est pertinent, ça a du sens de s'en occuper. Donc c'est intraduisible en français. J'ai pas tout compris, mais en gros, c'est important et c'est du concret. Mais double, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une relation à double sens. Dans un sens, c'est se dire, en fait, comment la finance et comment les entreprises, quand elles produisent des biens, quand elles mettent à disposition des services, en fait, elles prennent des risques, et notamment des risques qui sont liés à l'évolution du climat ou de la biodiversité. Et on sait que, comme l'avait dit le patron d'Unilever, par exemple, il y a une vingtaine d'années, il disait, s'il n'y a plus de poissons, il n'y aura plus d'usines pour transformer le poisson. Et puis alors, ce qui est intéressant, c'est de parler de la relation dans l'autre sens, c'est de dire, en fait, comment ce que font les entreprises elles-mêmes représente un risque pour la population de la planète aujourd'hui et demain, ou pour les écosystèmes. Une fois qu'on sait les choses, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Bref, on est responsable, quoi. Et moi, derrière la double matérialité, j'ai toujours pensé à cette phrase de Camus. Une phrase de Camus qui dit « un homme, ça s'empêche ». Et bien moi, je me disais, une entreprise aussi, ça s'empêche. Aujourd'hui, je pense que l'opinion publique et toutes les parties prenantes sont d'accord pour dire que le seul critère financier ne suffit pas. Il faut connaître l'impact de l'entreprise sur son environnement. Ici, on a notre matrice de double matérialité. On a identifié une trentaine d'enjeux qui nous semblaient prioritaires. On a calculé l'impact financier et extra-financier de ces 30 enjeux. Par exemple, là, cet enjeu, accès aux produits et aux services, on a un impact sur un impact social, quelque part, sur nos clients, en leur donnant accès à des pièces pas chères, de qualité, produites en France. Cette transparence, elle est souhaitable et elle est indispensable, puisqu'en fait, effectivement, si on n'a pas d'éléments comparatifs, ça nous permet pas d'avancer et justement de pointer ce qui ne va pas et de pointer les points faibles. Et ce qui est plus difficile, c'est ce changement de réglementation. On nous apprend qu'on va devoir décaler la mise en place de la CSRD. C'est cette incertitude dans la réglementation qui est plus difficile à vivre que la mise en place d'une réglementation. Aujourd'hui, le mouvement qui est lancé, c'est un mouvement de simplification de cette directive. Est-ce que ce sera une petite simplification, une grande simplification? Le débat est en cours aujourd'hui, à l'heure où on se parle. Donc c'est très difficile de savoir ce qui va en sortir. Je pense que le retour en arrière aujourd'hui et la rapidité avec laquelle certains acteurs bancaires partent à l'assaut des réglementations européennes, 4 ans après les avoir soutenues, montrent qu'il n'y a pas eu de changement de conscience, malheureusement. Il faut être concret, il faut être pragmatique. Mais il ne faut pas se tromper de chemin. Ce n'est pas la compétitivité qui va nous sauver du réchauffement climatique, ce n'est pas la compétitivité qui va nous sauver de la biodiversité, parce que ce sont nos conditions de vie, c'est les conditions de vie de l'humanité. Qui aujourd'hui peut contester que le changement climatique, à part Trump, n'existe pas? Qui peut contester ça? Qui peut se dire que les inondations, les catastrophes que l'on voit apparaître viennent comme ça du ciel? Donc, ne pas anticiper ça, ne pas mettre les gens en situation d'en prendre conscience, d'agir en conséquence, mais c'est une faute énorme. Notre Europe voit bien que le monde bouge. Et donc, si on n'a pas une spécificité qui est justement de jouer cette durabilité, et le consommateur va s'en rendre compte très rapidement, on aura des vraies difficultés. Donc je crois que la durabilité va devenir un enjeu que l'ensemble de la collectivité publique reconnaît.
reconnaîtra. On ne sauvera pas notre maison commune sans une très forte prise en compte de la dignité de la personne humaine. Et on ne pourra pas sauver la dignité sans sauver notre maison commune. Si on veut continuer à assurer une forme de croissance qui soit fondée sur de la prospérité, sur de la robustesse, il faut maintenant se fixer des limites. Il faut accepter qu'il y a un plafond environnemental qu'on ne peut pas dépasser parce qu'on reste dans un monde fini. Voilà, on est sur le vaisseau Terre. Le vaisseau Terre ne pourra pas nous porter plus qu'il ne le fait si on endommage vraiment les écosystèmes. Et puis la question philosophique qui est finalement, qui est ton prochain, quoi. Est-ce que tu peux être heureux dans un monde où on sait précisément qu'on exerce une forme de prédation sur pas uniquement les systèmes environnementaux. On sait qu'on est très défaillant sur des systèmes de solidarité, on sait que les plus précaires sont toujours dans une misère très profonde. Je vais vous montrer donc une représentation d'abord du scénario du suicide collectif. Vous retrouvez la zone verte et puis vous voyez que là, il y a ces limites planétaires qui ont été toutes explosées. Donc on a du rouge un peu partout. Il y a des barbelés, des incendies, des dégradations des écosystèmes et des morts un peu partout. Et puis vous avez ceux qui essayent de tirer leur épingle du jeu. Donc en l'occurrence, Elon Musk et quelques Happy Few. Et puis, si on regarde l'autre dessin qui est quand même beaucoup plus agréable à regarder, c'est ce dessin de la coopération. Mais vous voyez que le rouge a reculé, un tableau beaucoup plus évidemment optimiste de ce qu'on pourrait essayer de faire collectivement et de la capacité de pouvoir faire en sorte que les seuils des frontières planétaires environnementales se régressent. Donc, on voit quand même un petit peu de high-tech, parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'il n'y aura plus du tout de technologie. Mais voilà, mais c'est du bon usage des technologies et avec un monde dans lequel il fait bon vivre ensemble parce qu'on a coopéré. Et donc on peut dire que ces deux scénarios sont un peu les deux extrêmes et qu'il faut espérer que nos trajectoires collectives et que la finance là-dedans permettent de nous faire avancer tous ensemble vers ce monde sûr et juste. On a bien réfléchi. Ok, pour la rentabilité, mais... On voudrait que notre argent sème les graines d'une économie plus humaine. Vous auriez du label ISR? Vous êtes des spécialistes? Pas du tout. On essaie juste de se poser les bonnes questions. En 2024, 51% des épargnants français trouvaient important de tenir compte des impacts sociaux et environnementaux dans leurs décisions de placement financier. Seulement 13% s'étaient vus proposer un investissement socialement responsable.